l'enregistrement. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la déclaration fiscale, donc la déclaration des revenus, que je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible et en essayant d'être aussi complet. Donc, le but, c'est de vous expliquer l'ensemble des rubriques en une petite demi-heure et derrière de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez sur des domaines un peu plus précis. Donc, avant de parler de la déclaration fiscale en tant que telle, je vais vous aborder les grandes lignes, à savoir pourquoi une déclaration fiscale, à quoi sert la déclaration fiscale. Souvent, quand j'aide nos investisseurs à faire une déclaration, la première chose qu'ils me disent, c'est on va voir combien je vais payer d'impôts. Et généralement, on a déjà payé ces impôts, puisque maintenant on est prélevé à la source. On a déjà été prélevé finalement de la fiscalité. On va cependant informer l'administration fiscale de plusieurs éléments qui vont permettre de peaufiner le calcul et de voir si on a payé un peu trop ou au contraire, il en manque un petit peu à payer. Donc, c'est l'occasion notamment de déterminer les revenus réels, puisque finalement, le prélèvement à la source est appliqué sur une estimation, puisque le taux n'est qu'une estimation des années précédentes. On n'est tiré que de vos revenus précédents. Et derrière, on va ajuster par rapport à ça. Et pour avoir un calcul qui est précis, définitif, il faut bien sûr avoir vos revenus réels. On va également déclarer les avantages fiscaux, puisque les avantages fiscaux qu'on fait en année N, l'administration fiscale n'en a pas connaissance en année N. On va les déclarer en année N plus 1 pour impacter donc les revenus de l'année précédente. Et c'est aussi, bien sûr, l'occasion de vérifier la situation, tout ce qui est mariage, enfant, mais également adresse. C'est la petite nouveauté de cette année. L'administration fiscale nous demandait de bien vérifier qu'on n'avait pas déménagé. Ils ont besoin ils profitent plutôt de la déclaration des revenus pour vérifier tout un tas d'informations qu'ils ont déjà et pour les mettre à jour. Et bien sûr, à l'issue de la déclaration d'impôt, est calculée votre imposition. Et donc, on va mettre à jour vos taux de prélèvement à la source pour l'appliquer sur vos revenus en cours et pour avoir, bien sûr, un prélèvement au plus juste par rapport finalement à ce que vous allez payer dans le futur. Alors, la déclaration d'impôt, c'est quoi? C'est une série de CERFA. Alors, vous connaissez ces documents administratifs, les fameux CERFA. L'administration fiscale n'y coupe pas. On passe par des CERFA pour déclarer sa déclaration d'impôt. Là, le CERFA principal, on l'appelle le 2042, puisque c'est son petit nom qu'on retrouve ici. Alors, évidemment, aujourd'hui, on n'est plus sous un format papier, on est sur un format digital. Alors, on se dit, c'est toujours possible de le faire au format papier, mais sur le format digital, on a moins ces rubriques. On trouve sur un écran comme ça. Et en fonction des cases qu'on va cocher, on va tomber sur différents formulaires CERFA et également auxquels on va pouvoir ajouter des annexes. Alors pour ce soir, pour bien expliquer, justement, je vais revenir sur le format papier qui est beaucoup mieux sectorisé, on va dire, on comprend mieux les éléments. Ça vous aidera à comprendre l'architecture de cette déclaration et ça vous aidera donc à en comprendre les rubriques. Donc ça, c'est ce que vous voyez, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, il y a la 2042 qui est la principale, et il y a tout un tas de formulaires complémentaires. J'ai appelé les petites sœurs de la 2042. Donc, il y a la 2042-CI, la RICI, ça c'est une qu'on aime bien généralement, la CPRO, la IOM, toutes celles-là, je vais vous en parler par la suite. Donc ça fait partie finalement de la même déclaration 2042, mais avec des éléments complémentaires. Et on a également des annexes qui servent pour des raisons particulières, notamment celle qu'on connaît le plus, c'est l'annexe 2044 qui vient déclarer les revenus fonciers. Vous pouvez avoir connaissance de la 2047, on commence à être un petit peu technique là. C'est sur les revenus étrangers. Alors, les revenus étrangers, vous me direz, ça concerne peu de personnes. Ce n'est pas forcément vrai puisque en grande partie, les SCPI investissent aujourd'hui à l'étranger et donc doivent être déclarés via cette annexe 2047. Vous avez aussi la 3916 pour la déclaration de compte à l'étranger que vous avez peut-être dû saisir. Donc, on va essayer de parler de tout ça ce soir avec tout en décontraction, sans essayer de se prendre la tête. Parlons justement des CERFA en détail. Voilà tous les CERFA que j'ai prévu de vous montrer. Alors, on va commencer par le premier, à savoir la 2042. Voilà le formulaire CERFA, très simple. Je vais peut-être l'agrandir un peu.
histoire de bien voir. Vous avez, donc là, 2042, c'est la principale, hein. Vous avez tout un tas d'informations sur votre situation, état civil, adresse, changement d'adresse, etc. Tous ces éléments, vous les retrouvez dans la déclaration digitale. Mais de nouveau, c'est pour que vous compreniez bien les rubriques. Tout ça, c'est également des informations que vous avez en amont de la déclaration, avant la sélection des rubriques et qui concernent votre situation. Ensuite, on rentre dans un système de secteurs, en fait, de catégories qui sont numérotées. C'est important parce que ces catégories-là, vous les retrouvez sur les cases par la suite. Donc là, en l'occurrence, les premières cases qu'on a, les cases 1 et quelques, ce sont des traitements et salaires. Enfin, c'est les revenus finalement. Traitement, salaire, pension, rente. Vous voyez que là, il y a la partie salaire. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais en CDI. Les premiers revenus que j'ai faits, j'étais célibataire. Mes premiers revenus, je les ai déclarés dans la case AAJ. Vous voyez qu'on peut le faire. On a plusieurs colonnes qui correspondent à des personnes différentes. Et après, je me suis marié. Ma femme était en CDI. On a mis également son salaire dans la case 1BJ. Et puis, après, les enfants, quand ils gagneront de l'argent, ce sera ici, s'ils restent dans le foyer fiscal. Alors, les miens, pour le coup, ils ne me rapportent rien aujourd'hui, hein. Si vous avez la solution pour les faire travailler, je suis preneur. Et puis après, quand je ne serai plus salarié ou je ne serai plus en activité en tout cas, j'aurai une pension de retraite qui sera déclarée ici. D'accord? Donc les cases 1, c'est tout ce qui est partie revenu d'une manière ou d'une autre. Ensuite, vous avez les cases 2. Vous voyez, cette deuxième rubrique, c'est tout ce qui est revenu de capitaux mobiliers. Autrement dit, tout ce qui est placement financier. Donc vous avez des cases dédiées aux assurances vie. Vous pouvez retrouver des informations sur des comptes bancaires que vous pouvez avoir, que ce soit des PEL, que ce soit des comptes rémunérés, des comptes à terme, etc. Tout ça va être indiqué ici. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un déversement automatique, c'est-à-dire que ces cases sont déjà remplies quand vous arrivez sur votre déclaration d'impôt. Alors, module bug de cette année, hein, puisque cette année, on a la chance d'avoir un joli bug quand on déclare la 2047, ça nous efface les cases 2 et quelques. Bon, peu importe. Donc là, on est sur la partie placement financier. Vous voyez qu'il manque la rubrique 3. On en parlera tout à l'heure. Elle n'y est pas par défaut. On a une rubrique sur les revenus fonciers. Alors, les revenus fonciers, je vous en parlais tout à l'heure. Pour les déclarer, on va avoir besoin d'une annexe qui s'appelle la 2044. Donc, cette annexe 2044 va nous permettre de calculer un certain nombre d'éléments qu'on reportera dans la déclaration globale, qui est la 2042, ici. Donc là, voilà, à la fin de cette partie, on voit qu'il n'y a pas de partie 5, pareil, j'en parlerai tout à l'heure, mais jusqu'à la partie 5, on est sur la partie revenus. Ensuite, on arrive sur la partie déduction, réduction, ou la partie en tout cas où on n'a plus des revenus qui vont calculer de l'impôt. On va plutôt voir comment diminuer cette fiscalité. Je reviendrai un peu en détail après sur le calcul de l'impôt. Pour l'instant, je reste vraiment focus sur les rubriques. Donc, la première chose qu'on peut avoir, ce sont des déductions d'impôts, c'est-à-dire des montants qui vont venir en déduire le revenu global. D'accord? Donc, ces déductions d'impôts, dans les plus connus, on a tout ce qui est pension alimentaire et on a tout ce qui est épargne retraite. D'accord? Ensuite, les cases 7, ce sont les réductions d'impôts. Et le 8, ce sont les prélèvements à la source. Ok, pareil, on va venir un peu dans le détail. Donc, si je résume, 1, salaire, 2, revenus de capitaux mobiliers, 4, revenus fonciers, 6, déduction d'impôts, 7, réduction d'impôts, 8, prélèvement à la source. C'est le dernier puisque c'est celui qui a apparu en dernier. Vous voyez, c'est simple une déclaration d'impôt. Alors, c'est simple, mais on va la compliquer un peu. N'hésitez pas, ceci dit, à intervenir si vous avez des questions, hein, au passage. Même si je vous ai réservé une partie à la fin pour des questions plus techniques. Alors, ces cases, elles peuvent ne pas suffire. C'est-à-dire que là, on a vu les cases de base, mais on peut avoir des cas particuliers. Dans les cas particuliers, on utilise la 2042C, C pour complémentaire. D'accord? La C, finalement, va venir nous rajouter des cases. Vous voyez que là, on a des cases spécifiques pour des gains de levée d'options, par exemple, ou pour des indemnités pour préjudice moral supérieur à 1 million d'euros. Ah non, fraction supérieure à 1 million d'euros. Voilà, il y a des choses, je ne sais même pas à quoi ça sert.
Généralement, c'est simple, la déclaration, on peut tout déclarer dans la déclaration d'impôt. Évidemment, on n'a pas besoin de tout connaître. Ce qu'il faut connaître avant tout, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, généralement, on connaît les cases qu'on utilise. En tout cas, vous voyez qu'on a des choses particulières qu'on rajoute avec cette 2042C. Bon, sur cette partie, ce n'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude d'avoir. Vous voyez que c'est quand même des cas particuliers. Pareil sur les revenus de capitaux mobiliers. Alors, ça, généralement, c'est des cas qui peuvent être particuliers. La 2042 classique suffit. Par contre, bien souvent, on a besoin de la 2042C et de ces cases un peu plus spécifiques pour tout ce qui est plus-value et gains divers, et notamment pour tout ce qui est plus-value immobilière. D'accord? Donc, ou plus tard d'ailleurs, moi, celle que j'utilise et que certains d'entre vous ont peut-être eu connaissance, c'est la 3VZ, celle que j'utilise le plus. Donc, on voit, donc, sur les deux, on était revenus de capitaux mobiliers. Là, sur les trois en particulier, on est sur des revenus de capitaux immobiliers. Ça permet de se rappeler un petit peu des deux. Et si vous regardez hop, sur la déclaration d'impôt, sur cette case-là, vous voyez que les plus-values et gains divers se trouvent ici. Revenus de capitaux mobiliers se trouvaient ici. Donc, on retrouve les cases. Ça, c'est les cases 2. Ça, c'est les cases 3. On retrouve les cases, finalement, de la déclaration papier qui était un peu plus simple, peut-être, à comprendre. Et après, bon, il y a des choses un peu spécifiques, mais vous voyez que ce sont que des revenus, enfin des cases complémentaires, on va dire. Il n'y a rien de nouveau dans cette 2042C. J'enchaîne avec une déclaration plus particulière qui est la C-Pro. Pourquoi? On a parlé des revenus salariés. Je n'ai pas du tout parlé des revenus de personnes qui étaient à leur compte, à activité libérale. Donc, c'est là qu'on va avoir tout ce qui est micro-entreprise. Là, c'est les cases 5, en fait. 5, c'est tout ce qui est activité non salariée. Donc, on a les micro-entrepreneurs, que ce soit en revenus industriels ou commerciaux ou en revenus non commerciaux. Autrement dit, les BIC et BNC. Peut-être que ça vous parle plus. On a la même chose, on a les revenus agricoles aussi, et on a la même chose hors micro-entrepreneurs. On a les revenus industriels et commerciaux professionnels. Donc là, on est toujours sur du BIC, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus de location meublés non professionnels, les LMNP, ça vous parle peut-être. C'est également des revenus autres à mettre dans les 5. Revenus de non commerciaux professionnels et revenus non commerciaux non professionnels. Vous l'aurez compris. Et à chaque fois, on va pouvoir déclarer soit au régime réel, soit au régime micro. OK? Bon, après, on a plusieurs choses. Pareil, je ne rentre pas dans les détails, ça n'a pas d'intérêt particulier. Cas 5, revenus autres que salariés. Ah, on attaque les déclarations, mes déclarations préférées. C'est la partie réduction d'impôt. Réduction d'impôt, pour rappel, ce sont les cases 7. Qu'est-ce qu'on a comme réduction d'impôt qu'on peut utiliser? On a tout ce qui est service à la personne, emploi à domicile, que vous connaissez peut-être. Cotisation syndicale. On a des sommes forfaitaires qu'on peut avoir en fonction des enfants qui sont en études à partir du collège. On peut déclarer les frais de garde des enfants de moins de 6 ans. OK? Ensuite, on a tout ce qui est dons, bien sûr. Et on a le Pinel en particulier. Donc là, j'en profite. Le but, c'est de vous expliquer vraiment le principe de la déclaration d'impôt, les cases, à quoi ça sert, comment utiliser aussi cette partie imposition, fiscalité, notamment pour l'investissement, hein, évidemment. J'insiste un petit peu sur le Pinel. Pourquoi? Parce que j'ai Gaëtan, qui est un confrère avec qui je travaille régulièrement, qui donne des conférences la semaine prochaine, pareil, le jeudi et le lundi. Donc, c'est l'occasion d'aller un peu plus loin sur cette partie imposition. Là, en tout cas, sur le Pinel, vous voyez qu'il y a des choses sur le Pinel Plus et vous avez également des distinctions sur l'année d'achèvement, sur l'engagement. Est-ce que c'est un engagement 6 ans, un engagement 9 ans? Est-ce que c'est un Pinel métropole ou outre-mer? Et vous avez sur un investissement qui est mis en location pour la première année, c'est l'année 2023, mais également les reports des années précédentes, puisque le montant de défiscalisation, vous allez le reporter aussi longtemps que vous êtes engagé à louer. Ça, c'est les cas qu'on a ici. Ici, et là, c'est pareil, c'est toujours du Pinel.
Alors, petite note au passage, vous voyez que pour choisir la bonne case, ici, vous pouvez regarder sur Internet, hein, il ne vous dira pas, dans votre cas, c'est cette case-là qui est à remplir. D'où l'intérêt de passer par un conseiller qui va pouvoir vous accompagner dans la déclaration fiscale et vous aider à remplir correctement votre déclaration d'impôt. Je vous donne une petite anecdote. Pour des investisseurs, on avait déclaré ensemble et on avait fait une erreur sur un montant. Quand ils m'ont donné leur avis d'impôt, j'ai vu que l'avantage Pinel était mal passé. Donc au final, l'induction d'impôt qui est de 2 000 à 3 000 euros était passée à, je ne sais plus, genre 80 euros, quoi. C'est le genre d'erreur qui coûte cher, qui peut coûter cher. Et ça, le fisc ne vous le dit pas. Ah, faites attention, on vous doit 2 000 euros de plus. Donc toujours important de bien remplir les cases. C'est un point essentiel, notamment pour tout ce qui est déclaration d'impôt. On arrive après sur deux Normandie, c'est un peu comme le Pinel. Et on a ensuite, donc Pinel, pour rappel, hein, c'est un dispositif qui va se terminer à la fin de cette année. On a toujours eu des dispositifs fiscaux, hein. Avant Pinel, c'était Duflot. Avant Duflot, c'était Cellier. Donc, vous voyez qu'on peut toujours proroger des vieux investissements immobiliers comme ça. Ça se termine en 2024 et pour la première fois, on n'a pas connaissance d'un dispositif qui suivra. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en 2025, pour l'instant, plus rien. Donc, c'est entre guillemets l'année pour en profiter à la consommation. Ensuite, on a des cases. Là, on est quoi? On est sur encore le cellier, tout à fait. Donc, je passe un petit peu. C'est le même principe. On va avoir Sancy Bouvard, etc. Et ce qui va m'intéresser, c'est d'aller un peu plus loin sur des dispositifs différents. Voilà. Donc, une fois passé tous ces dispositifs immobiliers, grosso modo, le principe est le même, en tout cas, la typologie d'investissement est le même. Là, on va sur autre chose que j'affectionne particulièrement pour ceux qui me connaissent, le capital investissement. Le capital investissement, c'est quoi? C'est de l'investissement dans des petites et moyennes entreprises, d'accord, qui ont été validées par l'État pour avoir un avantage fiscal. Donc, vous investissez dans une entreprise en direct ou via des fonds. Alors, moi, je passe uniquement via des fonds, hein. Et en contrepartie de cet investissement, vous avez un petit bonus de réduction d'impôt, en l'occurrence à peu près 16% cette année. En fonction, ça dépend des fonds, c'est pour ça que je dis à peu près, et qui va venir s'appliquer ici. D'accord? C'est ici que vous déclarez tout ce qui est capital investissement. Et il y a également les investissements forestiers. C'est quelque chose que je ne fais pas pour l'instant, mais j'espère ajouter cette corde à mon arc d'ici peu. Je sais, vous devez avoir la tête pleine de cases là. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, puisque pour finir sur la 2042, on a la IOM, qui est l'investissement outre-mer. C'est là qu'on va déclarer le fameux Girardin. Ceux qui connaissent adorent. Ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à me demander des détails pour que vous puissiez adorer à votre tour. Et en gros, c'est ici qu'on les déclare, tout simplement. Pour finir, je vais aller sur la 2044. Donc 2044 qui est très importante puisque c'est la déclaration des revenus fonciers, solution idéale pour la retraite, donc bien sûr qui est plébiscitée. Beaucoup d'investisseurs ont de l'immobilier et donc vont avoir à remplir cette 2044. Comment est constituée cette 2044? Elle est constituée de deux parties. Une partie pour les SCPI, pour les SCI ou les FPI. D'accord? Bon, le I, c'est immobilier, vous aurez compris. Et grosso modo, c'est des enveloppes qui vont, qui vont contenir de l'immobilier. Alors, quand on est sur une SCI, on va faire une déclaration particulière qui est la 2072. Et donc, on va avoir un récapitulatif très simplifié qu'on a ici. Et quand on a en direct, on va avoir beaucoup plus de détails. Donc là, on est dans le cas des SCI. Dans le cadre des SCPI, on n'a pas besoin de déclarer la 2072, mais la SCPI fait des choses de son côté, hein. Donc, de nouveau, on va avoir qu'une agrégation à faire à ce niveau-là, qui est assez simple, puisqu'on déclare les SCPI qu'on détient ou les SCI qu'on détient, puis on va déclarer les revenus, les frais et charges, les intérêts d'emprunt pour avoir au final un bénéfice foncier ou un déficit foncier. Souvent, ce qui est compliqué dans les SCPI, ce n'est pas à 2044, c'est à 2047, les revenus étrangers. Donc, assez simple cette partie. Et là, on a les propriétés directes. Donc, vous voyez, même principe, on va remplir les informations sur chaque bien qui est détenu. Et ensuite, pour chaque immeuble, on va déclarer les recettes,
les charges, les intérêts d'emprunt, et on va nous calculer un bénéfice ou un déficit foncier. Les recettes, ce n'est pas très compliqué. On a les loyers, ok, donc, sur les frais et charges, ça peut l'être un peu plus déjà, puisqu'il faut remplir les bonnes cases, notamment sur tout ce qui est 221, frais d'administration et de gestion. C'est là que vous allez mettre les frais de gestion si vous avez donné votre appartement en gestion, et également tous les frais de copropriété qui incombent aux propriétaires, donc hors ceux euh, euh, que vous refacturez finalement aux locataires. Entre parenthèses, remarque importante, dans les loyers, on met les loyers hors charge. Et ici, donc, on met les charges de copro hors charge refacturées aux locataires. Donc, finalement, on a enlevé les charges ici, enlevé les charges là. La partie locataire, elle est à part. Et logiquement, si on fait bien son travail, la partie qu'on refacture est égale à la partie qui incombe au locataire. On va ensuite, sur la ligne 222, mettre les 20 € par local. On a le droit de le mettre à chaque fois, donc il ne faut pas s'en priver. On va mettre la prime d'assurance. Alors attention, pas assurance emprunteur, hein, ni assurance de l'immeuble qui va venir ici, qui est effectué par le syndic. On va mettre plutôt l'assurance propriétaire non occupant et d'autres assurances qu'on pourra avoir. Ensuite, 224, très important, les réparations. Toutes les dépenses de travaux qu'on va réaliser dans l'appartement, tant que ce n'est pas pour un agrandissement, hein, mais tout ce qui est entretien, même amélioration, tout ça va être déductible de vos revenus fonciers. Donc, surtout, n'hésitez pas à le mettre. Je pense notamment lors d'une livraison Pinel, vous allez peut-être rajouter 2-3 choses qui vont pouvoir rester de locataire en locataire, pardon, tout bête, hein, un dérouleur à toilette, des tringles de rideau, bah, tout ça, vous allez pouvoir l'indiquer dans cette case 224. Ensuite, on va avoir la taxe foncière. Taxe foncière, n'oubliez pas d'enlever la taxe d'ordure ménagère. Ils le précisent, hein. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi intransigeants là-dessus, mais c'est quelque chose qui est important, puisque la taxe des ordures ménagères, c'est quelque chose qu'on refacture aux locataires. Donc ça rentre dans ses charges, donc on ne peut pas l'imputer 2 fois, c'est le principe. Ensuite, on va avoir les intérêts d'emprunt, donc très important, puisque généralement, en début de prêt, c'est ce qui va nous permettre d'être en déficit foncier. Alors, d'autant plus aujourd'hui, c'était moins le cas dans le cadre lorsque les taux étaient très bas, là, à 1%, on arrivait très vite sur du bénéfice foncier. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des taux qui sont supérieurs. Et donc, du coup, on va rester en déficit foncier beaucoup plus longtemps, ce qui fait qu'un investissement immobilier ne va pas créer de fiscalité dans les premières années. Et donc, ensuite, on a le calcul qui se fait automatiquement, qui est répercuté sur les autres écrans. Donc là, évidemment, vous ne l'avez pas sur le format papier, mais vous l'avez sur le format électronique facilement. Ici, vous avez tous les déficits fonciers antérieurs. Donc, pour ceux qui ont investi avec moi et qui ont reçu un mail de ma part en disant qu'il y avait un bug cette année, bah, c'est à ce niveau-là, en fait. C'est des lignes qui sautent ici. Et du coup, vous avez le déficit qui ne s'impute plus, un déficit que vous avez acquis, hein, chèrement acquis souvent, qui est très important puisque la fiscalité sur le revenu foncier est quand même importante. Donc, vous avez un déficit qui est tout simplement effacé. Je crois qu'ils ont corrigé le bug quand même parce que j'ai l'impression qu'il n'y est plus. Mais voilà, c'était quelque chose qui était donc particulièrement important à vérifier. Et voilà pour la 2044. Ce qui fait qu'on a fait le tour de tout simplement toutes ces SERPA et toutes les cases qu'on peut avoir besoin. On a revu tout ça. Était-ce si compliqué? Oui. Mais je suis sûr que maintenant, vous allez retrouver des choses plus simplement parce que vous avez compris les grands principes. Alors tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce que ça donne au final? Je rappelle un principe qui est très important, c'est le principe des tranches d'imposition. Pour calculer la fiscalité à partir du moment où on a les revenus, comment on fait? Il y a 2 choses qui sont imposables. Le revenu imposable, donc la somme de tous les revenus imposables dont on a parlé dans les rubriques jusqu'à 5, et le nombre de parts. Donc, si on a 2 parts, on va prendre ces revenus imposables, on va enlever un abattement de 10% si c'est des salaires. Là, j'ai considéré que c'était que des salaires. Et on va diviser par 2, qui fait 36 000 € qui vont venir rentrer dans la moulinette des impôts. La moulinette des impôts, ce sont des tranches qu'on remplit qui sont différemment fiscalisées. La première tranche n'est pas fiscalisée. En gros, les 11 000 premiers euros ne génèrent pas d'impôts. Ensuite, les 16 000 et quelques euros suivants
sont imposés à 11%, ça génère un peu plus de 1 800 euros d'impôt. Et les 8 500 euros qui restent dans mon exemple pour atteindre ces 36 000 euros sont dans la tranche à 30% qui génère 2 500 euros d'impôt, soit un total de 4 400 euros d'impôt. On va remultiplier par le nombre de parts pour avoir la fiscalité finale. OK? Deux choses à retenir. La première, c'est le taux marginal d'imposition. Ça, c'est quoi? C'est la dernière tranche à laquelle vous êtes fiscalisé. Si vous rajoutez 100 euros ici, donc 100, presque 110 euros ici, 111, si vous rajoutez 100 euros ici, vous allez avoir 30 euros d'impôt de plus ici. OK? Pas 100 euros d'ici, du coup, puisque c'est divisé par 2. Hein, mais bon, vous avez compris le principe. C'est cette tranche marginale d'imposition. Vous augmentez votre revenu de 100 euros, vous augmentez vos impôts de 30 euros. Donc, ça va avoir une incidence très importante. À ne pas confondre avec le taux de prélèvement à la source, qui est une moyenne pondérée entre les montants qui sont là et les pourcentages qui sont ici. D'accord? Et qui fait que vous êtes prélevé finalement pour avoir votre fiscalité au global. Pour ne plus avoir ce mécanisme. Si on appliquait ce mécanisme de tranche marginale, de tranche progressive, ça voudrait dire qu'en mois de janvier, on ne serait pas fiscalisé, et puis plus on avancerait dans le mois et donc dans les montants, plus on serait fiscalisé. C'est ça qu'il y a ce principe de taux moyen. Taux de prélèvement à la source, c'est un taux moyen. Taux marginal d'imposition, c'est le taux maximum. Alors, on va se prendre, je vous ai prévu un petit exemple d'avis d'impôt, puisque une fois qu'on a déclaré ses impôts, on reçoit un avis d'impôt qui va nous dire où on en est justement par rapport à la fiscalité. Donc, je vous ai donné un exemple. Là, j'ai pris un exemple d'un couple avec 2 enfants. Donc, il a 3 parts. D'accord? 3 parts, vous pourriez me dire, on divise par 3 dans le calcul précédent. Alors, pas tout à fait, parce que chaque demi-part d'enfant permet de diminuer sa fiscalité maximum de 1 750 euros. Donc, le calcul va être fait sur 2 parts et ensuite, on va enlever les 3 000 et quelques euros dans le cadre de 2 enfants. Bon, ce n'est pas trop le sujet de ce soir. Ce qu'il faut voir dans la déclaration, c'est qu'on va avoir des revenus, hein, donc salariés et non salariés, qui vont générer une base imposable qui va donc, vous voyez, sur ce revenu imposable total, va être calculé un impôt, et après vont s'appliquer les réductions d'impôt, les crédits d'impôt. C'est assez simple, on calcule les revenus et ensuite on calcule l'imposition. Puis on applique réduction d'impôt, crédit d'impôt. Une fois que le montant final de l'impôt est calculé, on va faire les totaux, on va faire les comptes. OK, combien vous deviez à l'administration fiscale, donc qui est ici, hein, combien a été retenu à la source, combien a été prélevé sur votre compte bancaire pour les revenus fonciers, c'est l'équivalent du prélèvement à la source. Est-ce que vous avez une avance en janvier? Est-ce qu'il y a certains crédits, réductions d'impôts et crédits d'impôts qui sont réguliers, enfin en tout cas l'État considère comme régulier, type Pinel, ça c'est régulier, type garde d'enfants, ça il y a un moment, ça ne l'est plus d'ailleurs, mais bon, et type don, c'est-à-dire qu'on donne tout le temps la même chose. Donc vous avez une avance en janvier de 40% et on fera les comptes après, à voir si on vous donne les 60% ou pas, en fonction de ce qui arrive. Et à la fin, le total donne finalement l'addition. Est-ce que vous devez de l'argent aux impôts ou est-ce que les impôts vous doivent de l'argent? Dans cet exemple, qui est souvent le cas pour les personnes qui font du Girardin avec moi, c'est l'administration fiscale qui doit leur rendre de l'imposition. Donc un virement qui est fait en août, c'est toujours sympa, au moment de la vie d'impôt. Mais après, ce n'est pas fini. Il y a encore des cases. Et ces cases, elles sont importantes. Quelles sont-elles? La première chose, c'est les reports qui vont pouvoir s'imputer sur les années suivantes. Donc ça, c'est important. Type déficit foncier, avec lequel il y a un déficit foncier de 5 300 euros qui va être à imputer aux années suivantes. Donc typiquement, quand vous faites votre déclaration 2024 sur vos revenus 2023, il faut prendre son avis d'impôt 2023 sur revenus 2022 pour vérifier que ces reports ont bien été effectués. Normalement, c'est automatique. Jusqu'à présent, je n'avais pas eu de problème, mais vous voyez que cette année, j'en ai eu. Donc, ça vaut le coup de vérifier. Et enfin, on a le plafond d'épargne retraite, puisque tout ce qui est déduction d'impôts lié à la retraite, on ne peut pas en faire autant qu'on veut. On a un plafond qui est calculé par les impôts en fonction des revenus et qui est indiqué ici, puisqu'on a le plafond de l'année
Et on a également les plafonds des années précédentes qui sont accumulés. Ce qui fait qu'on a un plafond total qui est indiqué ici. Donc ça peut être intéressant. C'est à jour si vous pensez à mettre également les versements qui peuvent être faits sur des percos, choses comme ça, avec votre entreprise, mais sur laquelle normalement on vous joint un imprimé fiscal également. Et après, c'est fini. Vous voyez, c'est pareil, on retrouve dans l'avis d'impôt, qui peut sembler un peu illisible comme ça, si on ne fait pas attention. Bah, vous voyez que si on remet un petit peu les rubriques qu'on avait dans la déclaration d'impôt, on arrive facilement à s'y retrouver. Pour conclure, un petit tour des dispositifs. C'est bien joli de connaître sa déclaration d'impôt, mais pourquoi c'est intéressant de le savoir pour pouvoir utiliser les bons dispositifs derrière. Donc, plusieurs dispositifs. Et tout ce qui va venir en déduction d'impôt. Donc, on a le PER, qu'on connaît bien. Tout ce qui est pension alimentaire, je le mets parce que c'est aussi assez souvent utilisé. Et quelque chose qui est très puissant, c'est le déficit foncier. Alors, donc, on se crée, on achète un bien neuf ou rénové, rénové plutôt, qui contient une grosse partie de travaux, qui va nous générer un déficit foncier qu'on va pouvoir utiliser pendant des années et qui va être très puissant puisque sur les revenus fonciers, sur le bénéfice foncier, vous avez l'impôt sur le revenu, mais vous avez également les prélèvements sociaux. Donc, ça peut peser très lourd dans la balance. Ça peut à 50% d'imposition à ce niveau-là. Donc, créer du déficit foncier, ça va vite être très puissant. Et ensuite, on a tout ce qui est réduction et crédit d'impôt. Donc, tout ça, hein, pour information, c'est des choses que je fais. Alors, évidemment, pas la pension alimentaire, pas l'emploi à domicile encore. Mais par contre, tout ce qui est capital investissement, tout ce qui est Pinel, tout ce qui est Girardin industriel, c'est des choses que je propose et qui font partie des réductions d'impôt. En tant que conseiller en investissement financier, on a le droit de justement de distribuer toute la palette et je ne m'en prive pas. Donc souvent, les investisseurs me connaissent plus sur la partie placement financier ou plus sur la partie immobilier selon ce qu'ils ont déjà fait avec moi, mais il faut savoir que je fais bien les deux. Hein. Euh, Petit message subliminal. Donc voilà les différents dispositifs. Pour conclure, deux QR codes, plus sympa, pas un mais deux, sur justement la conférence que donne Gaëtan sur Pinel Pinel Plus, jeudi de la semaine prochaine et le lundi qui suit. Donc un peu sur le même rythme que ce que je fais. Donc vous pouvez scanner, flasher ces codes-là pour vous y inscrire si vous le souhaitez. Et je vais, pour ma part, arrêter ici l'enregistrement. On puisse passer aux questions ensemble.